Merci. Est-ce que vous m'entendez tous, vous m'entendez bien, j'imagine? Ça va pour l'instant? Ok, c'est bien. Donc, du coup, je tenais à vous remercier pour cette invitation et pour l'opportunité de présenter aujourd'hui. Donc, pour vous donner, pour m'introduire un petit peu, oui, je travaille à Carbon Market Watch, qui est une ONG basée à Bruxelles, en Belgique. Et nous travaillons sur les crédits carbone, sur la tarification carbone, dans plusieurs domaines. Et moi, plus précisément, c'est sur les crédits carbone, sur les marchés sur lesquels ceux-ci sont échangés. Euh, et donc voilà pour de mon côté. Donc nous, on suit les négociations, ce qui est les négociations en cours dans le cadre de l'ONU à ce sujet. Donc, nous sommes présents dans ce contexte et aussi dans des contextes euh, pour, ouais, dans d'autres contextes aussi. Mais je fais un résumé court. Euh, d'accord. Donc, aujourd'hui, je présenterai sur les crédits carbone. Donc, je vais commencer par, dans un premier temps, donner un peu plus de contexte sur les crédits carbone et ces marchés. Puis ensuite, je vais aborder quelques enjeux concernant ces crédits. Donc, qu'est-ce que on veut dire par les crédits carbone? Donc, vous êtes peut-être déjà au courant, vous avez peut-être déjà entendu parler de cela, mais un crédit carbone est censé représenter une tonne de CO2 qui soit n'a pas été émise ou bien qui a été retirée de l'atmosphère. Donc ça, c'est donc en fait il y a un projet euh, qui est implémenté, qui est mis en œuvre quelque part dans un pays, et ces projets peuvent des fois générer des crédits carbone euh, pour en fonction de la quantification de l'impact qu'ils ont, réduire des émissions de CO2 ou même les retirer de l'atmosphère. Donc, même si un crédit carbone représente une tonne de CO2, euh, en fait, il y a plusieurs différents types de crédits carbone. Et donc, en fait, ces crédits peuvent être générés de plusieurs différents types de projets, ce qui veut dire que les règles, les niveaux de qualité ne sont pas toujours les mêmes. Donc, pour donner des exemples, un crédit carbone peut être généré par un projet de conservation de forêt, par exemple, ou bien de boisement ou reboisement. Il y a aussi des projets qui visent à augmenter la séquestration du carbone dans les sols. Ça peut aussi être lié à l'énergie renouvelable ou remplacement des fourneaux par des nouveaux fourneaux. Donc, en fait, même s'il y a une tonne de CO2 qui est toujours commune, en fait, il y a beaucoup de différents projets et des règles euh, autour de cela. Et donc, ces crédits existent dans deux contextes. Donc, souvent, on nomme cela le marché volontaire du carbone et puis ensuite, il y a les marchés réglementaires. Et donc, quand on parle de marché volontaire, en fait, cela veut dire principalement que si des entreprises achètent des crédits carbone, c'est qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Donc d'habitude, c'est parce que pour une raison, si c'est pour le marketing ou pour d'autres raisons, ils achètent ces crédits euh, de, d'une base volontaire. Tandis que quand c'est réglementaire, évidemment, ça veut dire plutôt qu'il y a un contexte réglementaire. Peut-être qu'ils sont obligés d'acheter des crédits carbone. Donc, et dans le monde, il y a des exemples différents, même où il y a un mélange entre ces deux types de marchés. Et sous l'accord de Paris, en anglais, c'est UNFCCC. J'ai oublié le nom en français malheureusement, mais l'ONU Climat. Euh, et du coup, donc sous l'accord de Paris, il y a maintenant
deux mécanismes de marché sous un article 6. Et donc, cela est nommé de manière euh, par rapport au paragraphe. Donc, il y a article 6,2 et article 6,4. Et ce que cela, en fait, ce que cela veut dire, c'est que sous l'article 6,2, donc c'est un système sous lequel les pays peuvent échanger des crédits carbone entre eux et que eux aussi ils peuvent certifier eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que dans l'exemple qui est donné, par exemple, le Ghana qui est déjà un système réglementaire en place pour cela, le Ghana réduit ses émissions de 1 tonne de CO2 par un projet et la vend à la Suisse, qui ensuite la compte vers peut-être son objectif climatique. Donc ça, c'est un exemple. Et ce qui est important, c'est que tout ce marché, si le Ghana vend ce crédit, le Ghana ne peut plus comptabiliser ce, ce, ce crédit vers son propre objectif. Donc, c'est-à-dire que en vendant le crédit, c'est-à-dire que plus tard, le Ghana va devoir faire peut-être un effort en plus euh, pour s'assurer d'atteindre son propre objectif climatique. Donc, et donc, en fonction de la quantité de crédits qui sont vendus, cela peut avoir des implications pour les objectifs climatiques des pays. Et bien évidemment, si la Suisse est en train d'acheter des crédits carbone, au lieu de réduire ses propres émissions, on peut bien clairement se poser la question si c'est forcément juste. Donc ça, c'est un autre enjeu potentiel. Sous l'article 6,4, donc ça, c'est un système où il y aura un marché sous l'égide de l'ONU, l'ONU Climat. Donc, il y aura un marché centralisé. Euh, et là, ce sera possible pour des entreprises et même des individus d'acheter directement des crédits carbone. Euh, donc, il y a cette entité qui s'appelle the Supervisory Body, euh, ils n'ont pas fait de traduction en français, donc je ne sais pas comment je le nommerai en français. Euh, mais donc, sous l'ONU Climat, ce supervisory body est en train de mettre en place les règles pour ce marché. Et du coup, l'exemple, c'est qu'il y a un développeur de projet dans un pays euh, qui met en place un projet et ensuite qui peut la vendre directement à des pays ou à des entreprises. Donc, il y a plusieurs manières dont cela peut fonctionner. Donc, pour donner des exemples un peu plus précis, donc j'ai évoqué le Ghana. Le Ghana et la Suisse ont déjà un accord en place. Il y a aussi le Japon qui est aussi un autre pays avec des accords et des projets. Le Singapour aussi a des accords préliminaires avec plusieurs pays euh, pour acheter des crédits carbone d'autres pays. Donc, il y a donc il y a plus d'activité dans ce marché dans les années à venir, ce qui pose des risques que j'ai déjà évoqués et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler davantage. Et puis sous l'article 6,4, en effet, oui, comme j'ai dit, c'est un marché où les entreprises pourront dans le futur acheter directement des crédits carbone. Et en ce moment, il y a beaucoup de règles qui sont en train d'être négociées par des négociateurs des pays. Donc, ce marché n'est pas encore en œuvre, il n'est pas encore implémenté. Ça n'est pas encore mis en œuvre, mais cela va être le cas euh, ça va commencer à être mis en œuvre dans les années à venir. Euh, et là, c'est important parce que les pays ont un rôle où ils doivent donner leur accord ou pas pour un projet sous ce système. Donc, c'est-à-dire que les pays, ils ont quand même un rôle important à surveiller un peu quel projet ils autorisent à être mis en œuvre. Oui, comme j'ai dit, ça va probablement être 1 an à peu près avant que ce marché ne soit mis en place, parce qu'il y a beaucoup de règles qui sont déjà qui sont en cours de négociation en ce moment. Donc cette carte-là, donc il y a le lien en dessous, c'est WRI Climate Watch, ça s'appelle,
ils ont quelque chose, un outil qui s'appelle NDC Explorer. Et en fait, donc, ce que cette carte est en train de montrer, c'est, ça indique quel pays, sous l'accord de Paris, envisage de utiliser ces marchés sous article 6. Donc, vous voyez en jaune, c'est des pays qui vont soit utiliser l'article 6 ou qui envisagent de peut-être le faire. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de pays, qui envisagent cette possibilité. Ensuite, il y a certains pays qui disent non pour l'instant, qui vont pas utiliser ces marchés. D'autres où c'est pas très clair dans leurs documents qu'ils ont soumis à l'ONU. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de pays qui euh, qui sont potentiellement intéressés de d'utiliser ce mécanisme sous l'accord de Paris. Ouh, ça a changé par erreur. OK. Euh, donc, comme j'avais dit précédemment, il y a aussi le marché volontaire. Donc ça, c'est où les entreprises achètent des crédits carbone, mais ils sont pas obligés de le faire. Donc, ils le feront souvent pour des raisons de marketing ou relations publiques, ce genre de choses. Donc, ce marché s'est beaucoup développé lors des dernières années. Donc, vous pouvez voir depuis 2016. Donc, ça, c'est le nombre de crédits qui sont générés chaque année. Vous voyez que en 2016, c'était 80 millions de crédits par an et maintenant, en 2021, c'est 390 millions et en 2022, autour de 360 millions. Donc, vraiment une très, très grande augmentation de crédits. Et vous pouvez aussi voir c'est un peu peut-être petit à voir sur l'écran, mais ce qui est en vert, c'est des projets qui sont liés à la nature, et ce qui est en gris, c'est lié à l'énergie renouvelable. Donc ça c'est pas mal du marché, c'est quand même ces types de crédits, ce qui apporte de risques possibles sur lesquels je me pencherai dans un petit peu. Donc, ça, c'est une autre type de visualisation sur cela. Par l'université de Berkeley dans la Californie, ils ont une base de données avec beaucoup de graphiques comme cela qui sont très utiles pour vous donner un peu une idée de types de crédits qui sont générés. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est dans la catégorie de Forestry and Land Use, donc c'est l'utilisation des terres et des sols, et ce qui est lié au secteur de la forêt. C'est quand même la majorité des crédits sont issus de ce secteur. Donc, 730 millions, ça fait au total jusqu'à ce jour. Euh, et puis, comme j'ai dit avant, les énergies renouvelables sont aussi assez conséquents. Et ce qu'on peut voir, c'est parmi ces 730 millions de crédits dans ce secteur, euh, environ 60% proviennent de projets qui sont liés à la déforestation évitée. Donc, c'est des projets de conservation où le développeur de projet doit établir une, euh, une, une scénario où il suppose que sans l'intervention du projet, il y aura tel pourcentage de déforestation. Donc ça, c'est ce genre de projet. C'est appelé souvent REDD+. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi d'autres types, la gestion de forestière améliorée, qui est très commun en Amérique du Nord. Souvent, c'est des, euh, c'est des entreprises qui sont liées à logging et timber, donc qui sont parfois impliqués dans la déforestation, qui montent ces projets. Donc ça aussi, ça peut poser des questions. Euh, et, et voilà. Donc quand on a pour savoir un peu où se passent ces projets, historiquement, la majorité des crédits, c'était en Amérique du Nord pendant longtemps, mais ces dernières années en particulier, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de crédits qui sont générés en Amérique du Sud, en Asie, Sud-Est et Est et Sud.
et surtout aussi en Afrique sous-saharienne. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans les dernières années. Et du coup, on voit que le nombre de crédits total est en train d'augmenter. Même si historiquement, c'était l'Amérique du Nord avant, cela est en train de changer. Et ça, c'est aussi ça démontre un peu la même chose. Vous pouvez voir que les catégories là que j'ai mis, donc par exemple en Afrique sous-saharienne, vous voyez que la part quand même augmente de chaque année. Euh, assez, la part était assez petite dans les années 2011 jusqu'à 2016. Puis depuis 2017, ça commence à augmenter de plus en plus. Et la même chose pour Asie du Sud. Vous voyez que ça a beaucoup augmenté depuis 2018. Même chose pour Amérique latine et l'Asie de l'Est. Donc, pour expliquer un petit peu comment les crédits carbone sont générés, euh, donc ça, c'est un petit peu un schéma de comment ça se passe. Donc, en fait, il y a des standards indépendants qui existent, qui s'appellent par exemple Verra, Gold Standard, euh, American Carbon Registry et Climate Action Reserve sont les quatre principaux. Et ces standards, ils ont en place certaines règles, certaines méthodologies sur comment est-ce que des projets peuvent qualifier. Donc, ils ont des règles qui sont détaillées. Donc, par exemple, pour un projet de déforestation évitée, il y a plusieurs méthodologies. Du coup, un développeur de projet va voir quelles sont les règles et puis ensuite va voir ce que il ou elle doit faire pour respecter ces règles. Ensuite, la personne fait la demande au standard. Euh, il y a un auditeur qui est envoyé sur le terrain pour valider, pour voir si le projet coche toutes les cases. Si c'est le cas, cela passe à l'étape où le projet est enregistré officiellement et puis le projet est mis en place. Ça, c'est l'étape 4. Du coup, au long de tout cela, l'étape 5, c'est que le développeur de projet doit, doit surveiller le projet euh, et comment ça se passe. Et si, par exemple, si c'est pour un projet de déforestation évitée, si en effet la déforestation diminue, donc ils doivent faire, voilà, ça c'est cette partie-là. Ensuite, ils vont faire une demande au standard qui va ensuite envoyer un auditeur qui va vérifier que si les informations qui ont été données par rapport à la surveillance sont correctes. Si l'auditeur constate que cela est le cas, euh, le standard va ensuite générer les crédits carbone pour ce projet. Euh, et puis ensuite, le développeur de projet va ensuite revendre ses crédits, peut-être directement à des entreprises ou bien à des intermédiaires ou euh, à d'autres acteurs. Donc ça, c'est un peu comment le... Et donc, du coup, les étapes 5 à 8 vont continuer pendant plusieurs années au long du projet. Donc, il y a quelques règles de base qui sont importantes pour les crédits carbone. Donc, notamment, un crédit carbone doit être ce qu'on appelle donc, réel, additionnel, permanent et vérifié. Donc, ce qui est réel, ça paraît simple. Donc, le projet doit exister, ça c'est assez évident. Et ces impacts climatiques doivent être réalistiques et doivent exister. Ensuite, ce qui est additionnel, donc il faut euh, il faut démontrer que le projet, que son impact n'aurait pas eu lieu en l'absence euh, du crédit carbone. Donc, c'est-à-dire que la vente des crédits carbone, le revenu qui est généré par cela, est ce qui permet le projet d'être mis en place. Si le projet allait déjà se passer sans l'intervention, sans l'achat des crédits carbone, ça ne devrait pas générer des crédits carbone parce que l'idée, c'est que une entreprise qui achète des crédits carbone, en achetant ces crédits, c'est ça qui est en train de financer le projet.
Et c'est à cause de cet achat qu'il y a eu une réduction de CO2. Donc ça, c'est très important, cette partie de additionnalité, ça s'appelle en anglais. Euh, et puis ensuite, permanent, donc c'est-à-dire que les réductions de CO2 doivent être permanentes. Euh, donc ça, c'est qui sont pas du coup que le CO2 n'est pas réémis dans l'atmosphère peu après, ça ce serait un problème. Euh, et puis vérifier, c'est comme j'ai dit, il faut qu'il y a les impacts du projet sont mesurés et puis confirmés de manière indépendante. Donc là, euh, on vient à quelques problèmes et soucis qui peuvent avoir lieu, qui sont liés à la compensation carbone. Donc, beaucoup de crédits carbone sont vendus à, à des entreprises qui ensuite, ils disent qu'ils compensent leurs émissions. Donc, ils disent que souvent qu'ils sont neutres en carbone, qu'ils n'ont pas d'impact climatique parce qu'ils ont acheté des crédits carbone. Donc ça, c'est la compensation carbone, c'est une utilisation assez commune des crédits carbone. Et le problème, c'est que beaucoup de crédits ne représentent pas réellement une tonne de CO2. Donc, ce qui est réel, j'aborderai ça dans un peu plus de détails plus tard. Mais donc, les projets, qu'un projet soit pas réel, ça c'est assez rare comme risque. Ceci dit, il y a des projets où ils surestiment les impacts. Donc, ils disent, c'est-à-dire que ils estiment qu'ils ont un impact très majeur pour réduire les émissions, euh, ce qui peut-être une exagération. C'est pas toujours forcément intentionnel, mais il peut y avoir des problèmes avec cela. Et si c'est ça, c'est le cas, évidemment, c'est un problème si une entreprise dit qu'ils sont neutres en carbone sur la base de quelque chose qui est surestimé, qui n'est pas réel. Sur cet aspect sur l'additionnalité, donc beaucoup de projets qui sont liés à l'énergie renouvelable, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ils sont pas forcément euh, comme le prix des énergies renouvelables a beaucoup baissé ces dernières années, il y a beaucoup de projets qui en fait n'ont pas besoin de revenus de crédit carbone pour exister. Euh, et ça date depuis déjà plusieurs années. Ceci dit, donc dans ce cas, si ces projets vendent des crédits, mais qu'ils n'ont pas besoin de revenus pour exister, c'est aussi un problème. Et du coup, ça veut dire que les crédits ne seraient pas additionnels. Et ça, c'est aussi un grand problème quand les crédits sont utilisés pour la compensation carbone. Permanent, donc comme vous avez vu, beaucoup de projets sont liés à la nature. Et c'est très important de conserver la nature, ça, c'est pas la question. Mais le problème, c'est que si une entreprise, par exemple pétrolière, aux États-Unis ou en Europe, ils achètent des crédits carbone pour soi-disant compenser leur impact climatique. Et puis si la forêt, quelques années plus tard, elle brûle ou elle est coupée, en fait, ce que l'entreprise a dit n'est pas du tout fiable parce que l'entreprise a dit qu'ils avaient un impact qui est neutre, mais si les émissions sont ensuite revont dans l'atmosphère, ça remet en question de manière très sérieuse cette, cet aspect que ça peut compenser les émissions. Et puis vérifier les auditeurs euh, qui sont censés être indépendants. Le problème, c'est qu'ils sont choisis et ils sont payés par les propriétaires des projets. Et du coup, si ils sont payés par les développeurs de projets eux-mêmes, ça peut créer des problèmes de conflit d'intérêts parce que peut-être que l'auditeur ne va pas être aussi euh, exigeant euh, quand il vérifie le projet parce qu'ils savent que s'ils sont trop exigeants, ils risquent dans le futur de ne plus être choisis par ce développeur de projet. Le développeur de projet pourrait aussi parler à d'autres développeurs pour dire que cet auditeur est exigeant et du coup, cet auditeur ne sera pas choisi dans le futur. Donc ça,
c'est un des risques potentiels de conflits d'intérêts qui peuvent avoir lieu avec les auditeurs. Ensuite, donc, il y a aussi des problèmes qui peuvent être liés aux droits fonciers, aussi avec les populations autochtones, et la transparence. Donc, plusieurs projets sur le marché du carbone impliquent des contrats qui sont à long terme, donc de 20 ans à même des fois 100 ans. Donc, par exemple, pour les projets de déforestation évitée, des fois, ce sont des contrats, souvent c'est de 30 ans, mais même des fois jusqu'à 100 ans. Et évidemment, vous pouvez imaginer que un contrat de 100 ans ça a beaucoup d'implications, surtout quand il y a des populations locales ou autochtones qui sont impliquées, parce que ces contrats, ils ont un statut légal et ça a souvent des implications sur comment euh, les terres euh, peuvent être utilisées dans le futur. Et donc, du coup, c'est un contrat très long, ça peut avoir des implications très conséquentes euh, pour, euh, pour les populations locales. Et il y a eu déjà plusieurs cas qui sont dans les médias et d'autres de cas inquiétants signalés où, par exemple, il y a des contrats de plus de 30 ans qui sont signés, mais seulement après une très, très brève consultation. Et même la consultation peut être n'était peut-être pas très officielle ou n'a peut-être pas euh, réuni tous les représentants de la communauté. Donc ça, c'est des problèmes qui sont évoqués des fois avec ces projets. Euh, ça ne veut pas dire que ça va toujours se passer, mais il y a quand même des cas plusieurs cas qui ont été signalés. Aussi, un autre problème lié, c'est la transparence. Donc, il n'y a pas de transparence sur les marchés, sur comment les revenus issus de la vente des crédits sont ensuite partagés. Donc, c'est-à-dire que c'est rarement transparent au public, ces informations. Donc, s'il y a des communautés locales ou des populations autochtones qui sont dans le périmètre d'un projet, est-ce qu'ils sont en train de vraiment de bénéficier du projet comme ils le devraient? Euh, Souvent, ces contrats sont pas publics, on ne sait pas. Et il y a beaucoup de problèmes liés à la transparence que j'évoquerai un peu plus tard. Il y a eu un problème avec le slide, mais c'est pas grave. Ah oui, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ça n'est pas très grave. Donc, alors, maintenant vient la question de qui en profite. Euh, donc, combien d'argent, par exemple, va réellement au projet et aux communautés, aux populations qui sont impliquées dans ces projets? Donc, la réponse simple, c'est que on ne sait pas souvent. Et c'est parce que ces contrats sont confidentiels, sont souvent pas publics, et on ne connaît pas les détails. Et il y a aussi dans ces marchés, il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont basés principalement, presque toujours, en Amérique du Nord ou en Europe, ou aussi dans d'autres endroits, mais surtout dans ces deux continents. Et ces intermédiaires, ils achètent les crédits, ils les revendent à d'autres entreprises, etc. Et souvent, ils augmentent leur prix quand ils revendent les crédits. Sauf que cela ne veut pas vouloir dire que la différence de prix va aller au projet et aux communautés locales. Donc, si on voit qu'un crédit a été vendu pour 10 euros, 10 dollars, euh, ça ne veut pas vouloir dire que 10 dollars sont allés à la communauté locale ou au projet. Souvent, c'est beaucoup moins par rapport au prix final qui est cité. Euh, donc, il y a eu un cas au Mexique, que un média avait fait un article là-dessus où on voyait qu'en fait, il y avait des crédits où 4 dollars par crédit, ils allaient à la communauté locale, sachant que le prix avait beaucoup augmenté depuis et que le prix des crédits était bien au-delà de 4 dollars, mais à cause du fait du contrat qui a été signé, que 4 dollars allaient par tonne, par crédit
aux populations locales. Donc ça, c'est un autre euh, problème qui peut avoir lieu. Et puis, et du coup, comme j'ai dit, il y a souvent l'accord de partage des bénéfices, comme c'est souvent appelé, mais est rarement public. Donc, on ne sait pas si les conditions sont équitables, en fait. Lié à ce manque de transparence, donc nous avons fait une étude là-dessus au mois de février, que vous pouvez trouver sur notre site internet. Je peux aussi l'envoyer dans le chat plus tard. Ce qu'on apprend, c'est que beaucoup des intermédiaires qui sont euh, impliqués dans la vente et revente et crédit, ils ne partagent pas d'informations sur ce qu'ils font. Donc, 90% des intermédiaires qui ont été couverts dans cette étude ne publient pas leurs frais de transaction ou la manière dont ils augmentent les prix quand ils revendent les crédits. Donc, en fait, il y a très, très peu de visibilité sur comment l'argent circule dans ce marché. Encore lié à cette question de qui en profite. Donc, il y a à peu près 1 an et demi, il y avait un projet qui était proposé, un très grand projet qui a été proposé en Papouasie-Nouvelle, je sais pas comment, enfin, j'ai oublié comment le dire en français, c'est Papua New Guinea. Désolé, j'ai oublié le nom en français. Je suis américain à la base, et c'est pour ça des fois j'oublie les mots en français. Euh, et Et ce projet visait à obtenir 800 millions de crédits carbone sur une période de 100 ans. Donc, c'est une quantité qui est absolument énorme de crédits carbone. Vous imaginez euh, le- les bénéfices que ce développeur de projet pourrait se faire s'il revendait chaque crédit à 1 dollar, sachant que ça serait beaucoup plus et beaucoup de revenus possibles. Euh, mais alors, dans les documents qui ont été, euh, les documents de ce développeur de projet pour s'enregistrer, pour se faire, qu'ils avaient envoyés, euh, on voyait qu'il y avait beaucoup de signaux d'alarme. Donc, il y avait très, très peu de preuves de consultation locale, même si ça concernait plusieurs communautés locales au PNG. Ils avaient minimisé le risque auquel pourraient s'exposer ces populations locales en faisant euh, la surveillance. Par exemple, s'ils, oui, voilà. Euh, il n'y avait pas de détails sur le partage des bénéfices. Et puis ensuite, après qu'il y a eu quelques articles de médias sur cela, donc nous, on a examiné cela et nous avons parlé aussi aux médias. Euh, le gouverneur de la Provence avait affirmé que ce projet qui était proposé s'agissait d'une escroquerie et ça avait induit les communautés locales en erreur. Et cette entreprise, d'ailleurs, a déjà fait l'objet d'allégations de mauvaise conduite dans d'autres situations. Donc, il y a des cas comme ça qui peuvent être assez inquiétants. Et en fin de compte, ce projet a été rejeté. Donc, ça n'a pas été mis en place, pour l'instant au moins, parce que donc, suite à aussi notre étude et ce que les médias aussi avaient dit, il y a aussi eu un auditeur qui est allé vérifier certaines choses et avait trouvé 90 problèmes qui étaient traités qui étaient sévères et nombreux en quantité. Donc, ça, c'est lié maintenant à l'article 6, le marché sous l'ONU. En fait, avec ce marché, comme ça peut être, ce marché, ça peut impliquer des projets qui sont beaucoup plus grands et à des échelles plus larges parce que c'est des pays qui vont peut-être négocier entre eux. Et donc, le risque avec ce marché, c'est que, donc récemment, il y a une entreprise euh, dans le UAE où il y aura la COP cette année, donc une entreprise. euh, Là,
ils existent que depuis à peu près 1 an et demi. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans les marchés carbone, ou bien on ne dirait pas qu'ils ont beaucoup d'expérience dans ces marchés. Euh, Ceci dit, ils sont en train de signer des accords avec beaucoup de pays en Afrique, donc des accords préliminaires dans un premier temps. Mais là, en août, ils avaient presque réussi à signer un accord avec Liberia, euh, qui donnerait cette entreprise une exclusivité sur la vente de crédit carbone sur 10% du territoire national au Libéria. Donc, c'est à une échelle qui est énorme, et qui soulevait beaucoup de craintes, parce que déjà parce que c'était fait de manière secrète. Il n'a pas été signé à ce jour à ma connaissance, parce que il y a eu des médias qui ont fait des articles là-dessus, parce que ce contrat a été fait public à un moment par quelqu'un qui était impliqué dans cela. Euh, mais il y a beaucoup de soucis potentiels. 10% du territoire d'un pays, c'est absolument énorme, évidemment. Et ça concernait aussi des communautés locales, les droits fonciers, plein d'autres questions problématiques. Donc ça, encore une fois, c'est un risque potentiel qui peut avoir lieu avec les crédits carbone, surtout à l'échelle sous, des échanges entre pays. Là, c'est une ressource, au cas où vous êtes intéressé. C'est, euh, Ça s'appelle Carbon Brief, c'est un média anglophone. Ils ont fait plusieurs articles ces dernières semaines sur les crédits carbone. Et là, vous pouvez voir, ils ont rassemblé plusieurs études de cas sur des projets de carbone autour du monde, et souvent où il y a eu des problèmes qui ont été signalés soit par des populations locales ou autochtones, ou bien ce genre de choses. Et donc, c'est une ressource qui peut être intéressante. Quand il s'agit de la déforestation évitée, donc comme j'avais dit plus tôt, ça c'est un type de projet qui génère le plus de crédits sur le marché du carbone volontaire. Il y a eu plusieurs articles ces derniers mois sur si ces projets génèrent des crédits de qualité. Et du coup, euh, avec l'Université de Californie, Berkeley, qui a mené l'étude. Nous, on les avait financés. Ils ont mené une étude sur cette question. Donc, ils ont fait une analyse de 94 projets de déforestation évitée, qui sont nommés REDD+, sur le marché volontaire. Cela, ça couvre 410 millions de crédits, donc c'est vraiment très, très, très important. Euh, Ce qu'ils ont trouvé, c'est que le niveau de référence, donc le niveau de référence, ça fait référence comme j'avais dit avant, donc le développeur de projet, ils disent que dans une situation normale, il y aura une déforestation de 20% ou quelque chose. Et ils disent qu'avec l'intervention de leur projet, il y aura 0% de déforestation. Et du coup, entre 0 et 20%, ça, c'est la quantité de crédits carbone qui vont être générés. Donc ça, c'est le niveau de référence qu'ils mettent en place. Le problème, c'est que le niveau de référence, en fonction de ce que les développeurs de projets choisissent, parce qu'il y a beaucoup de flexibilité dans les méthodologies, cela peut varier de 14 fois en fonction des paramètres. Donc, c'est-à-dire que, euh, par exemple, un développeur de projet pourrait avoir un niveau de référence qui est 14 fois supérieur à, à la réalité potentiellement. Donc ça, c'est vraiment problématique euh, parce que c'est une surestimation des réductions de CO2. Il y a un autre aspect qui s'appelle le leakage. Donc ça, c'est-à-dire que si on arrête la déforestation dans un périmètre d'un projet, il y a un risque que cela soit bougé ailleurs. Donc, c'est-à-dire que
on protège cette partie, ce qui est bien, mais ceux qui étaient en train de déforester cette parcelle avant, ils vont faire cela, mais juste quelque part d'autre. Donc, c'est-à-dire que oui, ça conserve une partie de forêt, mais la déforestation continue ailleurs. Donc, encore une fois, si cela est utilisé pour la compensation carbone par des entreprises, surtout européennes et américaines, et encore, c'est problématique parce que si l'impact est juste bougé ailleurs, on n'a pas arrêté l'impact. Et ce qu'on voit, c'est que ce risque est sous-estimé par beaucoup, est estimé à 4,4% de manière générale. Or, en réalité, par des études scientifiques, on voit que le risque devrait être plus proche, euh, entre 10 et 70%. Donc aussi, encore une fois, c'est une sous-estimation très importante de ce risque. Les stocks de carbone, donc fait référence à le carbone qui est stocké dans les arbres, les sols, les racines, tout cela. Ce que les, les- les chercheurs ont trouvé, c'est que c'était surestimé potentiellement par 23 ou 30%. 23 à 30%. Encore une fois, donc si on surestime les stocks de carbone, c'est-à-dire on peut générer plus de crédit carbone pour en vendre plus. Euh, et puis les risques, donc les projets doivent déclarer s'ils ont des risques, par exemple liés aux incendies ou à ce genre de choses. Et ils ont trouvé, les chercheurs, que ces risques étaient sous-estimés potentiellement par 10 fois. Donc vraiment, cela a relevé beaucoup de questions. Et évidemment, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas financer la conservation et que cela n'est pas important. C'est pas le cas. Euh, c'est pour dire que ces types de projets ne devraient pas être utilisés pour compenser des émissions actuelles. Donc, des entreprises ne devraient pas compenser leur, euh, leur impact climatique avec des crédits de ces projets parce que il y a un très grand risque que les crédits ne représentent pas vraiment une tonne de CO2, ce qui veut dire que l'entreprise ne serait pas en train de vraiment compenser son impact. Et du coup, dans le rapport, il y a plusieurs recommandations sur cela. Il y a aussi beaucoup de problèmes liés à l'utilisation des crédits. Il y a beaucoup de publicités mensongères. Je connais le cas européen, le contexte européen et américain surtout. Mais on voit qu'il y a beaucoup de produits et de services qui sont mis en avant comme étant neutres en carbone ou qui ont un impact neutre sur l'environnement. Mais cela est basé souvent exclusivement sur l'achat de crédits carbone. Et comme j'ai déjà évoqué, beaucoup de fois, souvent, ces crédits ne sont pas de très bonne qualité, ce qui veut dire que cette publicité n'est pas correcte, en fait. Et, euh, et même mensongère. Il y a maintenant des pays qui sont en train de mettre en place des règles autour de cela. Donc en Europe aussi, ça sera dans 2026, il sera plus permis de faire des publicités mensongères sur la base de neutralité carbone. Il y a aussi des objectifs net zéro d'entreprise, surtout, qui sont souvent aussi sans preuve. Et du coup, ouais, voilà. Euh, donc ça donne un peu un exemple des types de publicités qu'on peut voir. Donc, il y a Shell qui offre la conduite neutre en carbone. Donc, en fait, ça s'agit c'est pas une essence ou un diesel différent, c'est juste que euh, le, le consommateur, il paye un tout petit peu plus, mais même pas quelques 2 centimes peut-être, même pas beaucoup. Euh, et cela, soi-disant, est censé rendre l'impact neutre en carbone. Il y a Total et d'autres entreprises qui avaient fait de la publicité sur euh, leur LNG, c'est le gaz naturel liquéfié, disant que cela était neutre en carbone, basé sur l'achat de crédit carbone. Donc en fait, on voit qu'il y a beaucoup
de publicités qui se prolifèrent sur ce sujet, mais qui sont en fait mensongères. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cela, en fait. C'est un rapport que nous avons fait avec le New Climate Institute en Allemagne. On avait fait il y a un an et aussi cette année. Et ça regardait, ça analysait les engagements climatiques des plus grandes entreprises, 24, pardon, dans des secteurs différents. Et ça a montré qu'en fait, de leurs engagements climatiques n'étaient pas très précis et beaucoup aussi impliquaient de la compensation carbone au lieu de réelle réduction de CO2 de leur part. Et je ne vais pas rentrer dans le détail sur cela. Ça montre un petit peu sur cette étude, mais vous pouvez trouver cela sur notre site. Si ça vous intéresse. Là aussi, je vais pas rentrer en détail. Voilà, je crois aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Donc, voilà. Et je vais sauter. Ça c'est un exemple des entreprises qui disent donc, une entreprise aérienne américaine qui dit qu'ils offrent des vols qui sont neutres en carbone. Apple, qui dit que leurs produits sont neutres en carbone ou leur entreprise. Google, il y a plein d'entreprises qui font ce genre de publicité. Il y a maintenant de plus en plus de, de réflexion à ce sujet. Donc nous, depuis longtemps, on a mis en avant un modèle où, au lieu de faire de la compensation carbone sur la base des crédits carbone, il serait possible pour des entreprises de communiquer qui contribuent à l'atténuation de CO2. Donc, ils disent pas qu'ils sont en train de compenser leur impact parce que c'est juste pas réaliste, c'est pas réel, c'est pas réalistique et ça peut induire en erreur le public. Euh, donc, en fait, c'est l'entreprise, peut-être ils pourraient acheter des crédits carbone ou faire d'autres choses qui peuvent réduire des émissions, mais ils ne seraient pas en train de dire qu'ils sont en train de compenser leurs émissions. Ils pourraient exprimer dans d'autres manières qu'ils sont en train de contribuer à des actions qui réduisent les émissions, mais ils diraient pas qu'ils sont neutres en carbone. Donc ça, c'est important d'éviter une communication absolue en termes d'impact climatique. Et surtout aussi, changer de ce modèle, ça change aussi de l'impact de acheter le plus de crédits carbone qui sont le plus bas prix possible. Et à la place, on peut imaginer où on fait plus de recherches sur la qualité des projets pour être sûr qu'une entreprise est en train de soutenir un projet vraiment qui est de qualité, plutôt que de choisir un projet qui génèrent beaucoup de crédits, mais qui sont peut-être pas toujours de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? D'un côté, c'est la qualité des crédits carbone. Donc, améliorer la quantification des impacts, ça c'est très important et on est engagé sur cela. Après, c'est l'utilisation des crédits. Donc, c'est pour vraiment mettre fin à ces publicités qui induisent en erreur le public. Euh, et puis aussi avoir plus de transparence sur euh, la qualité du crédit et aussi quel pourcent de l'argent vraiment soutient les projets et les communautés locales par rapport à peut-être ce qui est juste euh, pour le profit des intermédiaires en Europe, en Amérique du Nord. Donc, en Afrique, en ce moment, il y a plusieurs réglementations liées au marché de crédit carbone. Donc, j'avais évoqué ça tout à l'heure. Le Ghana qui va mettre en place des projets avec la Suisse. Ils ont un cadre réglementaire pour les marchés du carbone depuis décembre 2022. Ensuite, le Kenya qui a aussi mis en place une réglementation où c'est précisé euh, que 40% des revenus seront réservés pour les communautés locales
Donc, pour lutter un peu contre cette manque de transparence, cette réglementation mettrait ça comme une obligation que 40% des revenus seraient réservés aux communautés locales. Ce que j'ai peut-être pas dit, mais qui, je crois, qui était peut-être clair de ma présentation, c'est que dans beaucoup de pays, il n'y avait pas de réglementation en place ou pas de cadre réglementaire. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de ces projets, ils étaient en absence de cadre réglementaire. Donc c'est important que les pays commencent à mettre en place des cadres réglementaires pour surveiller cela. Au Zimbabwe, il y a eu beaucoup de changements ces derniers mois, donc cette réglementation a changé plusieurs fois. Avant, c'était plus peut-être ambitieux pour la portion qui était réservée au gouvernement et aussi aux communautés locales. Mais le plus récemment, donc je crois que c'était la semaine dernière, maintenant il y a un changement que pendant les 10 premiers ans d'un projet, potentiellement 30% des revenus seraient réservés pour le gouvernement, ainsi qu'un quart de cette portion serait réservé pour les communautés. Mais je note que cela a changé plusieurs fois, donc voilà. Et la Zambie aussi viserait à réserver 50% des revenus pour le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore finalisé, mais euh, qui est en cours. Donc, en conclusion, euh, pour résumer très vite, les crédits carbone semblent être une bonne solution pour le climat, mais cela n'est pas toujours le cas parce que les crédits ne sont pas toujours de bonne qualité. D'un côté, souvent, ils sont utilisés à des fins de greenwashing, comme j'ai évoqué, surtout par des entreprises en Europe ou en Amérique du Nord. Cela aussi peut risquer de réduire le niveau d'ambition de climatique des pays et des entreprises qui sont riches ou émetteurs. Donc, c'est-à-dire que si une entreprise peut acheter un crédit à 5 dollars ou à un prix assez bas, cela est moins cher pour eux que de réduire leurs propres émissions. Donc, il y a un risque qu'au lieu de réduire leur propre impact, ils vont juste acheter des crédits qui sont moins chers. Mais qui ne risque de ne pas avoir vraiment un impact comme on le souhaiterait. Donc, il faut des réformes majeures pour, d'un côté, améliorer la qualité des crédits et aussi la transparence sur ce marché, et aussi pour éliminer le greenwashing qu'on voit souvent. Et du coup, il y a des réformes et des réglementations qui sont en cours. Cela est aussi en cours de discussion dans le cadre de l'ONU. Et aussi, par exemple, dans les pays que j'ai évoqués juste avant. Et donc, cela représente une bonne opportunité pour réclamer des réformes, pour s'assurer qu'il y a un changement dans ces marchés et que ça ne continue pas comme jusqu'à présent, d'une manière qui n'est pas géniale. Donc, voilà, merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop long et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Mais comme je disais tantôt, merci vraiment, c'était très, très instructif et vraiment intéressant. Ma question, c'est par rapport à ce qu'on appelle les puits de carbone. Par rapport à ce qu'on appelle les puits de carbone, je pense que euh, si il faut chercher un crédit de carbone, ce serait ce qu'on appelle chercher dans le marché volontaire, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre, c'est juste une question. Donc, j'aimerais savoir, puits de carbone et marché du carbone, on va dire crédit du carbone, quel est le lien? Est-ce que les crédits de carbone, en utilisant les puits de carbone, les crédits de carbone peuvent aider à rentabiliser cela? Ou bien quelle serait plutôt l'approche à avoir si on veut pouvoir profiter en fait, faire rentrer de l'argent, si je peux le dire ainsi,
exploiter ces puits de carbone-là pour pouvoir avoir des revenus? Quelle serait l'approche? Est-ce que avoir, s'approprier de crédits de carbone serait une option? Merci pour la question. Euh, donc, pour les puits de carbone et les crédits carbone, donc en effet, c'est vrai qu'il y a des développeurs de projets qui mettent en place des projets de crédit carbone parce que cela peut être une manière de financer des actions de conservation. Donc, donc oui, ça peut être une source de revenus. Ceci dit, ça peut être assez compliqué parce que il y a beaucoup de règles dans les méthodologies à mettre en place. Ça implique pas mal de coûts de mettre cela en place et de faire tout le processus. Et puis, euh, les prix des crédits carbone peuvent aussi varier, donc sont pas toujours stables. Donc, c'est-à-dire que si on s'attend que les crédits carbone vont vendre à un certain prix, en fin de compte, c'est pas une garantie que cela va se passer. Donc, en termes de ce qu'il y a comme alternatif, il y a des véhicules financiers plus classiques qui sont des fois gérés par des fonds de conservation, des fois par les gouvernements, par des fondations. Il y a aussi par les banques multilatérales. Des fois, ils ont des programmes comme la Banque mondiale ou d'autres banques. Donc, il y a aussi d'autres manières qui existent qui sont pas que les crédits carbone. Euh, mais voilà, si ça répond à la question. Bonsoir à tous et merci pour la présentation qui était très intéressante. Bon, moi donc je signale déjà que j'interviens depuis le Gabon, qui, selon certaines informations, est l'un des pays qui participe beaucoup à la conservation de la biodiversité de la forêt du bassin du Congo. Et il n'y a pas longtemps, selon les informations que j'ai obtenues, le Gabon a dû vendre une bonne partie de ses crédits carbone pour obtenir des fonds pour financer des projets. Bon, enfin bref, là aussi, c'est toujours vague. Bon, comme je dis que c'est vague, c'est ma question va dans ce sens parce que vous avez bien précisé dans la présentation que il y a beaucoup de zones floues ou bien opaques, hein, dans la gestion de ces crédits carbone. Effectivement, souvent les populations ne connaissent pas la preuve. Moi qui vous parle, je vous dis que le Gabon, j'ai eu des informations qui disent que le Gabon a vendu euh, des crédits carbone pour plusieurs milliards de francs CFA, mais je ne suis pas capable de vous dire, ce à quoi servir l'argent. Je ne suis pas capable de vous dire même le montant exact qui a été donné et où c'est parti, à quoi ça a servi. Ça, je ne sais pas. Donc, vous voyez qu'il y a cette partie qui est toujours floue et non, qui n'est pas totalement claire dans les ventes de crédit et les populations qui sont censées en bénéficier. Ça, c'est donc la première observation. Et ce que je veux donc demander, je suppose qu'il y a des organismes qui servent de, comment dire, de structure d'alerte ou bien qui jouent un rôle pour le contrôle ou bien la vérification de la gestion de ces crédits carbone et servent un peu de gendarme pour dire, ben, écoutez, là, il y a un problème dans tel pays, les ventes de crédits carbone se font pas correctement. Parce que vous avez dit que dans ces ventes-là, moi, la question que je pose, la première, est-ce qu'il y a des structures d'abord, pour être précis, est-ce qu'il y a des structures qui s'occupent du contrôle ou de la vérification de la bonne utilisation des crédits carbone dans le monde? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que la méthode utilisée actuellement pour la vente des crédits carbone n'est pas aussi un moyen pour cautionner la mauvaise gestion de ces fonds-là, dans la mesure où on sait qu'il y a de mauvaise gestion, mais celui qui achète le crédit ne veut pas contrôler la bonne utilisation de ce crédit-là derrière, des fonds alloués à ce crédit. Donc, ce sont là mes deux questions. Donc, la présence des gendarmes pour contrôler l'utilisation des crédits carbone. Et puis, la deuxième question, est-ce que celui qui paye les crédits carbone ne peut pas aussi contrôler la bonne utilisation pour s'assurer que l'argent donné va aux populations qui doivent en bénéficier? Voilà mes deux questions. Merci. Merci beaucoup pour ces questions.
Donc, oui, en effet, c'est souvent très flou et opaque. Et oui, au Gabon, j'avais aussi entendu parler de une potentielle vente de beaucoup de crédits, mais il n'y a pas eu, j'ai pas eu beaucoup d'autres informations là-dessus que j'ai pu trouver. Et c'est très rare de trouver, comme vous avez dit, euh, des indications très claires sur combien de crédits ont été vendus, pour quel prix, ce genre de choses est très rare en fait. Donc, en effet, je suis d'accord avec vous. Donc, nous, on est parmi des ONG qui essayent un peu de surveiller ces choses. Évidemment, on peut pas tout faire parce qu'on est une équipe qui est assez petite. Mais des fois, donc, il y a ces standards que j'ai parlé qui mettent en place ces méthodologies et pour que les projets puissent s'enregistrer. Des fois, ils ont des consultations publiques. Donc, nous et d'autres organismes, ils répondent à ces consultations publiques. S'il y a des problèmes, par exemple. Sur la transparence, ça, c'est quelque chose dans le cadre duquel nous, on est très vocal pour réclamer qu'il y a plus de transparence. Et c'est quelque chose qui va peut-être un peu changer bientôt, pas sur le prix des crédits et où va l'argent, parce que ça, je crois que c'est loin d'être ça va loin d'être fait. Euh, mais il y aura peut-être une possibilité que dans les prochains mois, ça deviendra obligatoire pour les entreprises, que ce soit public, quelles entreprises ont acheté quel crédit et pour quelles raisons. Donc ça, c'est quelque chose qui va peut-être changer. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, oui, et puis après, il y a des groupes d'ONG euh, pour les structures d'alerte que vous avez dit, qui existent, un peu pour cela. Je peux vous donner des exemples plus tard, mais il y a plusieurs qui sont impliqués autour du monde. Il y a pas mal d'organismes qui écrivent sur les crédits carbone. Euh, Par rapport à, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. C'était, ouais, sur la bonne, ah oui, si les entreprises peuvent en effet demander qu'il y a une meilleure gestion. Donc, en effet, c'est serait possible que les entreprises qui achètent des crédits, qu'ils réclament que l'intermédiaire doit publier publiquement quelle portion de l'argent va aller au projet. Donc ça, c'est possible. Si beaucoup d'entreprises qui ont un rôle important dans ce marché, qui achètent beaucoup de crédits, si toutes ces entreprises, ils demandaient, nous, on va plus acheter des crédits carbone jusqu'à ce que vous publiez combien d'argent va réellement vers des projets, vers les communautés. Je crois qu'il y aurait un grand changement. Mais il faut que ces entreprises qui sont appliquées, il faudrait qu'ils demandent cela. Mais je crois que ça pourrait être une manière, pour avoir un impact sur le marché. Mais pour l'instant, en absence de cela, malheureusement, je ne vois pas que cela va se passer, très vite. Parce que ils vont toujours évoquer des raisons de clauses de confidentialité ou ce genre de choses qui sont utilisées souvent sans de preuves très claires ou sans de raisons nécessairement euh, très évidentes. Mais ouais, voilà. J'ai une question de Martha qui dit comment calculer les crédits carbone. Et elle dit, pouvons-nous avoir une série de présentations approfondies avec vous et d'autres membres de votre compagnie? Donc, le premier volet de la question, c'est comment calculer les crédits carbone. Donc, comment calculer? Ça, c'est compliqué parce que ça dépend vraiment du type de projet, de la méthodologie utilisée. Et donc, il n'y a pas il n'y a pas une réponse très claire. Ça dépend si c'est un projet de boisement, si c'est un projet de fourneaux améliorés, si c'est un projet, tout cela, ça peut varier. Et souvent, il y a beaucoup de flexibilité sur comment le calcul est fait. Donc, j'ai pas une réponse très claire. En fait, ça dépend du type de projet et du standard qui détient les méthodologies. Euh, Souvent, c'est très technique. C'est public. Donc, si vous allez sur les sites des standards comme Vera ou Gold Standard, vous pouvez trouver les méthodologies et voir quelles sont les méthodes de calculer le nombre de crédits carbone, par exemple. Ça, c'est une manière. Est-ce que nous, on peut faire une série?
Et je crois pas que nous, on serait en mesure, c'est pas vraiment notre rôle de faire euh, beaucoup sur cela, sur comment calculer exactement, parce que donc, ah oui, j'ai pas dit au début, mais je devrais le dire, on n'est pas impliqué dans la vente de crédit carbone, dans la création de projets carbone. Nous ne sommes pas du tout impliqués dans le marché financier, donc on n'a pas d'intérêt financier ou personnel dans ce marché, juste pour le dire. Euh, et oui, donc c'est pas vraiment notre rôle de faire des présentations sur comment calculer cela. J'imagine qu'il existe des outils en ligne ou des vidéos sur cela. Merci beaucoup, Madame Laetitia Otomo. En fait, j'ai quelques questions. Je félicite d'abord l'orateur du jour. C'était une excellente présentation. On a beaucoup appris. En fait, j'ai quelques questions par rapport aux aspects juridiques. J'ai vu tantôt dans votre présentation que vous avez parlé de certains pays africains, dont le Ghana, la Zambie, le Zimbabwe, le Kenya, qui ont une législation sur le crédit carbone, sur voilà, ce processus, le crédit carbone en général. Alors, j'allais savoir si parmi ces législations que vous avez probablement analysées, quelle est la meilleure qui prend en compte de manière vraiment efficace la question de la transparence dans le partage des bénéfices, parce que bon, je vous informe aussi au niveau de la RDC, je suis comment, de la République démocratique du Congo, il y a quand même une législation qui est en train d'émerger sur le crédit carbone, sur l'autorité de régulation du marché carbone. Alors, je suis vraiment intéressé par ces questions-là. C'est comme ça que je voudrais savoir si parmi les législations que vous avez analysées, s'il y a un modèle à suivre ou au niveau même, ça c'est au niveau africain, mais une deuxième question au niveau international, est-ce qu'il y a une législation, soit une, on peut dire une success story en termes d'une réglementation qui encadre le mieux, n'est-ce pas, la transparence dans le partage des bénéfices, soit la qualité des crédits carbone. Mon autre question, c'est aussi par rapport à la due diligence. Hein, actuellement, il y a quand même une émergence. Je sais que vous êtes, bon, vous travaillez au niveau européen, vous pouvez savoir ce qui se passe au niveau de la France, par exemple, où il y a quand même une législation qui est en train d'émerger sur la due diligence, le devoir de vigilance. Alors, je suis en train de me poser la question si ça serait quand même ce mouvement ou soit cette dynamique en termes de législatif peut aussi prendre en compte les questions de qualité carbone ou soit les questions de transparence dans le partage des bénéfices. Et pour finir, mon autre question, vous avez parlé de quatre structures, n'est-ce pas, qui produisent des standards. Je veux savoir s'il y en a d'autres et si ces structures en Afrique, y a-t-il des structures qui produisent des standards qui aident, n'est-ce pas, à confectionner les projets en termes de crédit carbone. Bon, pour finir, vous avez parlé aussi du leakage, la fuite, n'est-ce pas, le déplacement des dommages environnementaux, je peux dire. Est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé un pays qui encadre le mieux ces secteurs-là sur le plan juridique? Merci. Ok, merci pour vos questions. Monsieur Blaise Pascal, c'était vraiment à plusieurs volets. Mais en tout cas, on reviendra à vous si il arrive que Monsieur Jonathan Cook a besoin que vous rappelez Il n'y a pas de voilà, souci. la fin Il de n'y a pas de souci. vos Merci, madame. questions. Oui, Monsieur Jonathan Cook. Oui, merci beaucoup. Ce sont de très bonnes questions. Je ne pourrais pas répondre probablement à- complètement à toutes les questions, mais sur la première, donc si sur l'aspect juridique et si certains pays africains ont une législation euh, peut-être qui est meilleure, je dirais que le cadre réglementaire du Ghana, je crois, est le plus détaillé à ce que j'ai vu. Mais je ne sais, je n'ai pas lu tout en détail. Je ne pourrais pas dire forcément si c'est quelque chose qui est le meilleur exemple, et je me rappelle plus de ce qui est évoqué dans ce cadre par rapport au partage des bénéfices. Mais cela, à ma connaissance, c'est une des plus détaillées sur ce sujet. Euh, Comme j'avais dit, donc le Zimbabwe avant, ils avaient proposé des réglementations qui étaient plus, qui exigeaient vraiment un niveau beaucoup plus haut de partage de revenus. Je crois que c'était jusqu'à 50% dans des versions antérieures.
Et malheureusement, cela a changé et maintenant, c'est plus bas. Et je crois que cela a changé parce qu'il y a eu, je crois, une pression de la part des développeurs de projets qui disaient que vous pouvez pas limiter nos revenus ou que ça risque, il y aura pas d'investissement. Ça, c'est le type d'argument. Mais avant, je crois que il me semble que c'était 50% des revenus seraient réservés aux communautés locales, ce qui, à ma connaissance, je ne connais pas un autre pays qui exige un tel taux. Ça aurait été très élevé, euh, dans un bon sens, je crois. Mais justement aussi, le Kenya, comme j'avais dit, si dans cette loi réserve 40% pour les communautés locales, ce qui aussi me paraît comme un taux qui est pas mal. Après, ce qui est difficile pour votre question, c'est qu'il y a beaucoup de pays où il y a un manque de réglementation. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples sur lesquels se baser, ce qui peut rendre un peu difficile des fois de savoir est-ce que c'est le meilleur, est-ce que ça pourrait être amélioré ou ce genre de choses. Euh, oui, ce serait donc sur la due diligence, ce qui se passe en France avec le devoir de vigilance. Je ne suis pas de très près ce qui se passe en France, euh, mais votre question est aussi portée sur si ce genre peut avoir un impact sur prendre en compte les crédits carbone et la qualité, ce genre de choses, euh, c'est peut-être potentiellement, mais je crois que il pourrait exiger que, par exemple, que si des entreprises achètent des crédits carbone, que ça doit être un niveau de qualité suffisante. Mais je crois que c'est un peu difficile à faire. Je crois qu'en fait, le plus important, ça reste au pays même de mettre en place leur propre cadre pour leur propre pays et leur propre contexte. Donc, c'est un peu dur, mais je crois que c'est le plus efficace, c'est si les pays eux-mêmes, ils définissent ce qui est la bonne qualité dans leur propre contexte, parce que c'est eux qui peuvent vraiment légiférer et ensuite, euh, comment dire, euh, réglementer cela dans leur contexte. Donc, si la France réglemente quelque chose, ça ne veut pas vouloir dire qu'un projet quelque part d'autre doit respecter, comme vous avez dit, ça peut peut-être, ouais. Et puis sur les standards, donc, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait un standard majeur qui est en Afrique. Donc, il y a quatre qui sont les quatre principaux que j'avais évoqués, il y a d'autres standards qui sont plus petits. Donc, c'est possible qu'il y ait un ou deux standards en Afrique, mais je crois qu'ils seraient à une échelle beaucoup plus petite parce que ces quatre standards ils ont générer des millions de crédits carbone, donc c'est vraiment à une échelle très très large. Donc à part ces quatre, il n'y a pas d'autres qui a une échelle aussi grande. Euh, et puis sur la fuite, le déplacement de dommages environnementaux, je n'ai pas une réponse à la question juste maintenant. Donc ouais, désolé, mais je n'ai pas en tête un pays qui a une très bonne politique sur cela, juste comme ça. Avant de donner la parole à Arley Kabamba, je reviendrai tout à l'heure vers vous, Arley Kambamba, mais avant, je veux d'abord lire des questions dans le chat box. Donc, celle-ci vient de Monsieur Oussoubé qui dit jusque-là, j'ai de la peine à comprendre ce que c'est que le crédit carbone. Il continue en disant comment valoriser ce système dans un milieu où la séquestration du carbone est peu connue, sinon méconnue totalement, ou bien cela n'a rien à voir avec la séquestration du carbone. Je ne sais pas si j'ai une bonne réponse à cette question pour comment valoriser ce système. Euh, En fait, je crois que ces marchés d'un côté sont assez récents, ne datent pas de très longtemps. Donc j'imagine qu'avec le temps, il va y avoir plus d'activité sur ces marchés et que ça va être devenu plus connu de manière plus large. Donc je crois qu'avec le temps,
c'est possible que ces marchés augmentent. Comme j'ai dit avant et plusieurs fois, je crois que ce n'est pas forcément une bonne chose parce que, au moins de notre côté, nous, on voit pas mal de risques qui peuvent émerger avec ces marchés. Donc, c'est pas forcément une bonne chose si ça augmente. Si ça augmente pas avec de la qualité. Donc, ça, c'est un risque qui existe tout de même. Et au-delà de cela, je crois pas que j'ai d'autres éléments à rapporter à la question. Oui, merci pour la parole accordée. Et je remercie les présentateurs pour la qualité de sa présentation. En fait, j'ai trois petites questions à poser. La première, euh, la première, c'est quels sont les éléments du dossier qu'il faut préparer pour les dossiers des marchés de crédit carbone. Et la deuxième, nous connaissons tous les cinq compartiments du carbone forestier. Et là, en parlant des cinq, je suis en train de voir la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, les bois morts, les carbones organiques et la litière, lesquels les compartiments produisent un carbone apprécié dans les marchés carbone. Et pour finir, quels sont les critères d'appréciation de la qualité des crédits carbone? Parce à la conclusion du présentateur, il a parlé des mots disant que la qualité des carbone n'est pas bonne. Je voulais savoir les critères d'appréciation de la qualité des carbone. Merci beaucoup. Donc, pour la première question sur les éléments qu'il faut préparer pour les dossiers du crédit carbone, donc en fait, cela dépend vraiment du type de projet, du standard, de la méthodologie. Donc, ces méthodologies sont publiques sur les sites des standards et ça détaille tous les éléments qu'il faut préparer. Mais il y a beaucoup d'éléments et voilà. Donc, c'était un peu pour cela. Euh, sur les types de stocks de carbone, le type de biomasse qui peuvent être valables. Donc, cela aussi dépend du standard et de la méthodologie, mais par exemple, pour les projets de déforestation évitée, en effet, ça peut inclure la biomasse souterraine, ça peut euh, impliquer les arbres, le bois. Je connais pas les noms techniques en français, mais oui, le bois euh, voilà, ouais, il y a plusieurs types de biomasse qui peuvent être, et même dans les sols aussi, ça peut être aussi un stock de carbone potentiellement, mais cela dépend des méthodologies. Sur la troisième question, pour la qualité des crédits, donc déjà, il y a plusieurs, en anglais, on dit rating agencies. Ce sont des sortes de agences pour une évaluation des projets. Donc, il y en a de plus en plus qui émergent et par exemple, qui donnent des scores à des projets. Donc, ça, c'est un outil qui existe déjà qui peut donner une indication de peut-être la qualité des crédits. Et eux, ils ont des critères. Et les critères sont largement ce que j'ai évoqué avant sur la partie réelle. Donc, est-ce que le niveau de référence, est-ce que c'est réaliste, c'est réel? Est-ce que c'est réalistique? C'est-à-dire que est-ce que c'est surestimé, sous-estimé, bien? Ça, c'est un des points majeurs. Donc, comme j'avais dit avec des fois avec la déforestation évitée, souvent on peut trouver que c'est surestimé l'impact. Donc ça serait un des facteurs dans la qualité des crédits. Aussi, comme j'ai dit, pour ce qui est additionnel, il faut être sûr que le projet dépend sur les revenus pour être mis en place. Donc ces facteurs sont tous des facteurs qui sont importants pour évaluer la qualité de crédit, des crédits. OK, on a une question de Monsieur Christian Coupard depuis la RDC qui demande quels sont les principes à respecter pour qu'un projet soit déclaré projet crédit carbone. Je crois que c'est comme j'ai évoqué dans ma dernière réponse et lors de la présentation, c'est que
il faut respecter les règles des standards. Et donc, ouais, avec le niveau de référence, avec l'additionnalité, avec tout ce genre de choses, ouais. OK, en attendant que Monsieur Gervais puisse ouvrir son micro, il y a Afi Malungu qui a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, Afi. Oui, merci beaucoup. Je suis Afim Malungu, je suis de la RDC, je suis basée à Kinshasa. Je travaille dans la communication environnementale, journalisme et sensibilisation. Et j'ai beaucoup aimé la session d'aujourd'hui qui met en lumière une matière qui est peu connue et qui est jugée assez compliquée pour les sensibilisateurs, beaucoup plus par des journalistes pour écrire là-dessus, réaliser des documentaires ou encore des reportages sur le terrain. Et j'aimerais savoir si vous pouviez en fait euh, euh, vous positionner dans l'optique où c'est une matière que le public doit savoir. Quels pourraient être les angles d'approche en matière de reportage journalistique et de sensibilisation pour une audience plus large? Votre approche en termes de traitement d'une question telle que le crédit carbone. Merci. Ouais, merci. C'est une très bonne question aussi. Euh, donc oui, en effet, comme ce sont des marchés et un contexte qui est assez compliqué, des fois, je crois justement, c'est important de se focaliser sur des messages plutôt clés. Donc, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un problème de transparence sur le financement. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui parle à beaucoup de personnes. Euh, quand il y a peu de transparence sur le financement. Je crois que c'est un message qui ressort assez clairement. Euh, quand on, je crois aussi, c'est prendre en compte qui utilise ces crédits carbone. Et comme j'avais évoqué, dans beaucoup de cas, ce sont des entreprises en Amérique du Nord et en Europe qui ont un impact environnemental qui est très large, très important, et qui sont en train d'utiliser des crédits carbone. Donc, on peut s'interroger sur est-ce que ça, c'est quelque chose qui est réellement une approche responsable? Euh, Ça dépend. Est-ce qu'ils sont en train d'acheter des crédits carbone en plus de faire quelque chose pour réduire leur impact, ou est-ce que c'est ça, ils utilisent ça parce que c'est moins cher et plus facile. Donc je crois que ce côté de est-ce que c'est quelque chose qui est équitable, c'est une autre question. Euh, et donc il y a ces aspects, je crois. Et aussi sur la qualité, ça revient à cette question de compensation. Mais si quelqu'un est en train d'utiliser ça pour du greenwashing, je crois que ça, c'est un autre angle qui parle à beaucoup de gens. Euh, Personne, je crois, n'aime le greenwashing, personne n'aime être le cible de quelque chose qui est peut-être mensonger ou qui peut nous donner une impression qui est fausse. Donc, je crois que ça aussi, ça parle à à une audience très générale. Donc, je crois que c'est une question de focaliser sur quelques messages clés qui peuvent ressortir de ces crédits et ces marchés pour ensuite faire... ouais. OK, merci beaucoup. Afi Malunga, j'espère que vous êtes satisfait de la réponse. Vous avez d'autres questions? OK, je vois, elle dit merci. OK, je vais aller dans le chat box. Je vais essayer de lire la question de Monsieur Gervais Itsoi. Il a posé exactement à 20h14. À 20h14. J'espère que vous allez pouvoir comprendre la question. Elle a l'air un peu compliquée pour moi. Des erreurs trouvées dans le calcul des crédits carbone avec l'approche RED. Ouf, je sais pas. OK, il commence par quid des erreurs trouvées dans les calculs des crédits carbone avec l'approche RED+. Faut-il que les pays RED+ reprennent le calcul des niveaux de référence des émissions? Et puis, Ouais, je vois là. Ouais, je vois là le commentaire.
Mhm. Et il continue en disant, est-ce que les discussions en cours sur les méthodologies RED Plus remettent en cause les résultats disponibles sur la plateforme RED de la Ouais, CNUCC? Yeah. C'est- ouais. Donc c'est une question très précise. Je vois de quoi ça s'agit. ok. Euh, donc c'est un peu technique euh, sur les processus de l'ONU, mais en même temps qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur si les résultats qui sont disponibles sur la plateforme RED de la CNUC, si cela est... En fait, il y a certains qui disent que cela c'est équivalent à des crédits carbone, mais en fait, ce ne sont pas des crédits carbone parce que ce système n'était pas créé pour générer des crédits carbone, mais justement, comme euh, Monsieur Gervais Itsoa a dit dans son commentaire, euh, c'est pour avoir des résultats. Donc, c'est financer des résultats, mais ce n'était pas pour générer des crédits carbone. Donc, je crois qu'il y a déjà deux choses. C'est que je crois que d'un côté, oui, je crois que les problèmes qu'on voit sur l'approche RED sur le marché volontaire, ça souligne le fait que le système de RED sous la CNUC, ce n'est pas un système de crédit carbone en fait. Et quand on dit que c'est un système de crédit carbone, on peut s'interroger sur s'il y a déjà des problèmes de qualité de crédit sur le marché volontaire dans ce système sous la CNUC qui n'a pas été créé pour générer des crédits carbone, on peut aussi également se poser des questions sur est-ce que euh, c'est réellement une bonne approche pour ça. Et pour moi, la réponse est non. Je ne crois pas que les résultats sur la plateforme RED de la CNUC euh, sont valables pour des crédits carbone. Encore une fois, c'est pas pour dire qu'il faut pas soutenir et euh, on devrait, il y a des pays qui devraient financer plus ce genre d'action et qui peuvent financer en achetant ces résultats sur la plateforme de la CNUC, mais qui ne sont pas utilisés pour la compensation. Donc, ça c'est un peu, j'essaie de résumer sans rentrer dans trop les détails, mais oui, si j'ai, ouais. Et la question qui suit est de Victoria Moretti qui demande, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez en mérite aux alternatives au marché volontaire de crédit carbone selon l'article 6.8 de l'accord de Paris? Et comment peut-on réorienter les efforts en matière de conservation d'une façon que, qui ne soit pas forcément une commodification de la nature? Merci. C'est une très bonne question aussi. En effet, c'est quelque chose que nous, on met en avant. C'est que il y a aussi, j'ai pas eu le temps de rentrer dans cela dans la présentation parce que, voilà, pour des questions de temps, mais il y a aussi cet article 6,8 sur l'accord de Paris qui est spécifiquement, c'est un système c'est un mécanisme qui n'est pas lié à des crédits carbone ou des marchés du carbone. Et en effet, je crois que des pays devraient utiliser plus ce système, surtout les pays comme les États-Unis et l'Union européenne et ces pays devraient plutôt financer des actions sous l'article 6,8 qui peuvent, en effet, ça peut être la conservation, ça peut être l'agroforesterie, ça peut être plein de choses comme ça, qui peuvent être financées via 6,8 sans que cela soit utilisé pour des crédits carbone. Donc, je regarde juste la question rapidement pour être sûr, mais pardon, je dois juste la retrouver. Euh, ouais, comment on peut orienter les efforts en matière? Ouais, merci. Je crois en effet, c'est que il faut souligner aux négociateurs et aux pays, donc pendant les COP, les conférences climat et d'autres réunions où il y a des décideurs politiques sur le climat, il faut, je crois, souligner ce point important que il y a le article 6,8 qui existe, qui justement n'implique pas de crédit carbone, mais qui est une bonne manière de financer la conservation
conservation ou d'autres efforts. Du coup, je crois que c'est important qu'il y ait en plus de gens, d'organisations, de sociétés civiles, etc., qui puissent faire ce point, souligner que 6,8, c'est plus approprié souvent que tout ce qui est sous les crédits carbone. Donc, ouais. Salut à tout le monde, comme je disais. Merci d'abord à Monsieur Jonathan pour sa présentation. Je suis Prince Baraka. Merci pour sa présentation qui était très claire, très informative. J'ai personnellement aimé en fait euh, la façon dont il a relativisé certaines exceptions qui parfois sont prises pour applicables partout, en évoquant notamment la place et l'importance du contexte. En fait, c'est ce qui m'amène à poser la question comme Blaise Pascal a indiqué à un moment donné le fait que la RDC était en plein développement de son cadre juridique. Et donc, sur la question, alors, ma préoccupation vient à dire, en fait, est-ce que, partant de tout ce que Jonathan a observé jusque-là, notamment avec le pays qu'il a évoqué, des pays, effectivement, qui seraient très avancés dans le développement de leur cadre juridique, notamment le Ghana, est-ce que, sans mentionner le pays, sans mentionner le fait que, par exemple, la RDC a un stade de développement, est-ce qu'il aurait des conseils, des orientations relativement pratiques pour dire, bon, le contexte garde son rôle, il faut le considérer, mais de façon générale, voilà tel élément, tel aspect sur lequel il faut veiller pour que toute chose restant égale par ailleurs, on reste réaliste dans le montage ou dans le développement du cadre juridique pour encadrer ces secteurs. Merci. Donc, merci pour la question. Pardon, je suis pas sûr d'avoir compris la fin. Donc, est-ce qu'il y a des conseils sur le contexte et ce qu'il faut être pris en compte dans le cadre juridique et comment cela peut se varier? Je sais pas, est-ce que c'était ça la question? Je suis pas sûr si j'ai bien compris. En fait, la Oui, question, c'est de dire, en fait, de par tout ce que Jonathan a observé jusque-là, est-ce qu'il aurait des conseils, orientations pratiques, en fait, qu'il peut donner à un pays ou à un pays effectivement qui est en train de développer son cadre juridique, ou alors pas forcément au pays, mais au moins des éléments qu'il considère comme des facteurs des succès qui devraient être pris en compte, peu importe le contexte dans lequel euh, le cadre juridique se développe. Ok, merci. Euh, Oui, je crois par exemple, ça pourrait être utile pour certains pays d'échanger avec d'autres pays, d'autres ministères qui ont déjà mis en place peut-être des cadres réglementaires. Ça peut être dans d'autres pays aussi. Ça, c'est peut-être une manière concrète. Je crois aussi ce qui est très important, c'est que il y ait quand un pays est en train de développer son cadre réglementaire, c'est d'avoir des échanges avec les sociétés civiles, avec plein d'organisations, avec les communautés locales, s'il y a des populations autochtones, toutes ces catégories, parce que je crois il est très important qu'il y ait vraiment une communication et des échanges à plusieurs niveaux et avec euh, ces décideurs, avec ces acteurs qui sont très importants, par exemple, pour éviter qu'il y ait des problèmes de transparence pour les populations locales, sur les revenus, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème sur combien de revenus ils reçoivent, ce genre de choses. Il est important de les impliquer dans ces discussions. Donc, quand un cadre réglementaire est en train d'être mis en place, je crois que il faut une communication à plusieurs niveaux de la société pour cela. Donc, d'un côté, échanger peut-être avec d'autres pays qui sont en train de mettre en place des cadres et aussi d'avoir des dialogues dans la société à plusieurs échelles et aussi surtout de ne pas euh, que ça ne soit pas trop accéléré parce qu'il y a beaucoup de pays que je comprends bien qui veulent mettre en place des cadres, euh,
Mais souvent, un problème potentiel, c'est si on se précipite, ça peut-être que le résultat ne serait pas aussi bon à la fin. Et aussi, des fois, quand quelque chose est mis en place juridiquement, ça peut prendre du temps pour le changer plus tard. Donc, si on n'a pas tous les détails ou les détails majeurs euh, bien en place au début, ça peut des fois prendre plusieurs années pour revoir cela. Donc, euh, donc voilà. Monsieur Gervais, toi qui dis que c'était vraiment passionnant et, et d'autres qui disent vraiment merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et important. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Jonathan Cook. Merci de nous avoir fait l'honneur de vraiment intervenir. On a tous vraiment beaucoup appris. On va clore. Je veux aussi vraiment remercier notre audience de ce soir pour des questions vraiment très intéressantes et qui nous ont permis d'aller un peu plus en profondeur. Et je veux remercier Gina Isaka qui était du côté technique. Et donc, on se retrouve mardi prochain. Et donc, bonsoir et au revoir à tout le monde.